Elisabeth, bonjour à tous. Donc l'idée était d'expliquer dans une brève introduction pourquoi nous avons convoqué cette dénomination de bâti ordinaire pour échanger cette année autour des travaux de l'Observatoire. Donc l'idée est de partager ensemble une définition et puis de proposer quelques observations sur la relation entre le niveau d'exigence dans le processus de projet et les caractéristiques d'un bâtiment, qu'il s'agisse d'un patrimoine identifié ou l'ensemble du bâti, et de voir un peu aussi le rôle des autres valeurs qui peuvent lui être reconnues. Alors, comme a dit Elisabeth, de quoi on est en train de parler? Eh bien, de réhabilitation, donc d'une démarche d'approche durable de l'existant, donc non seulement la réduction des consommations, mais une réhabilitation globale, comme ça a toujours été porté par les travaux de l'Observatoire. Donc, quand on parle de bâti ordinaire, de quoi on parle? Eh bien, du parc majoritaire, en fait, dans le paysage urbain, donc par rapport à la masse des constructions qu'on voit un peu dans deux vues, une depuis le cœur de l'agglomération, d'autres un peu à l'extérieur, les boucles de la Marne, on voit que nos villes sont formées principalement par du bâti ordinaire et principalement par de l'habitat, et qu'au milieu de tout ça, les éléments qui font aujourd'hui l'objet d'une protection au niveau national, par exemple au titre des monuments historiques, la protection plus importante, sont ponctuels. C'est un état de fait qui est tout à fait normal, car le dispositif patrimonial historiquement été destiné à des émergences. Et on le voit dans le tissu urbain constitué du cœur de l'agglomération, des émergences même physiquement, c'est-à-dire des grands équipements, des églises ou à l'extérieur des châteaux, etc. Et puis, on a commencé à inclure des éléments bâtis plus modestes au cours du 19e et du 20e siècle, des ensembles urbains, donc l'habitat a été introduit, plus récemment les objets du 20e siècle, mais tout ça reste minime quantitativement par rapport à l'ensemble. Donc aujourd'hui, cette situation, on voit plusieurs exemples là, de bâti ordinaire. Cette situation se confronte à un nouveau paradigme. La modernité a déjà beaucoup gaspillé, donc l'ensemble des ressources sont à valoriser, y compris l'ensemble des ressources transformées par l'homme, comme le bâti. La suivante. Donc, si on regarde quelles sont les caractéristiques du parc de logement en Île-de-France, donc de l'habitat qu'on va regarder pendant ces deux séminaires, on voit que ça reflète l'histoire de l'agglomération francilienne avec 22% tout ce qui est bâti ordinaire avant 1915, donc avec des techniques traditionnelles, une partie entre la Première Guerre mondiale et 1953 avec des propositions constructives mixtes, et puis le gros morceau entre 1954 et 1990. À partir de ce moment-là, on considère que les performances sont déjà suffisantes pour passer à d'autres types de travaux. Donc là, on voit qu'il y a une large palette de morphologie bâtie, de systèmes constructifs et de solutions habitatives qui ont un grand intérêt pour nous dans le projet, c'est qu'elles ont traversé le temps avec plus ou moins de transformations, et que ces transformations nous expliquent leur capacité d'adaptation ou pas, qu'il s'agisse des questions de confort, des questions d'habitabilité, etc. Donc voilà l'idée d'une prise en compte globale de l'histoire de ces bâtiments. La suivante. Donc, qu'est-ce que ça serait donc le bâti ordinaire si on veut proposer une définition? Eh bien, ça serait le bâti qui présente des caractéristiques, des valeurs, des qualités qui ne dépassent pas le niveau moyen par rapport à un contexte donné. Donc, c'est du bâti qui appartient à un type commun, on pourrait dire, qui se décline selon des typologies qui dépendent de la période de construction, du contexte, de la commande. Et on voit bien que dans des secteurs cohérents, il peut y avoir des éléments similaires, et puis plus les contextes sont hétérogènes, plus on mélange des types. Mais on parle toujours de bâti ordinaire. Donc là, il y a un petit secteur entre Paris et la Première Couronne, on voit l'étendue des îlots principalement occupés par de l'habitat collectif et de l'habitat individuel. Et puis, dans l'image extraite des atlas des patrimoines, on voit bien que les petits points peuvent être de l'habitat, parce que les gros, c'est plutôt des équipements, et que là, on a donc ce qui pourrait être appelé le bâti extraordinaire, donc de l'habitat qui présente des particularités dont la reconnaissance aboutit à une protection, une identification patrimoniale. Et donc là, on se rend compte en observant ces objets qu'il y a eu régulièrement des vagues pour protéger plus de ces éléments d'habitat ponctuels qui ont été liés à des phases de démolition, comme toute la période de rénovation des secteurs de centres anciens
qui ont donné lieu au secteur sauvegardé, ou plus récemment, les projets en rue, qui ont donné lieu à des protections des ensembles de logements. Mais proportionnellement, ça reste une proportion minime. Donc, la suivante, qui montre quelques exemples d'habitats identifiés en tant qu'habitat patrimonial. Quand on analyse l'ensemble des protections qui existent aujourd'hui, des identifications au titre des monuments historiques, on voit qu'il y a une relative incohérence dans les protections, ce qui est tout à fait normal parce qu'une partie ont été faites pour éviter des démolitions et donc elles sont fonctionnelles à une préservation. Et d'autre part, on constate aussi qu'on est dans une période d'évolution des limites chronologiques avec l'apparition des questions constructives, l'histoire sociale qui interviennent comme des nouveaux critères d'identification. Et puis plein d'études et de projets de recherche, y compris portés par le ministère de la Culture, pour trouver des moyens de soigner, de mieux connaître le patrimoine du XXe siècle, qui sont aussi des éléments qui font évoluer notre manière de voir où s'arrête l'identification patrimoniale. Malgré ces évolutions pour la protection de l'habitat, on voit bien que les objets identifiés ne peuvent qu'être peu nombreux, et c'est tout à fait normal, mais ils ont une valeur de signalement de l'intérêt d'un groupe plus vaste. Donc, on va le voir avec les exemples qui vont suivre. La suivante. Donc, j'ai pris 2 exemples qui sont extraits des travaux de l'Observatoire de 2020. Donc là, on a le 18 rue de la Huchette, représentatif de l'habitat du cœur de l'agglomération, l'habitat 18e, témoignage de tissus urbains anciens qui se sont progressivement densifiés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce type de bâti avait été considéré obsolète à partir du milieu du 19e et destiné à être remplacé par des constructions plus modernes. L'histoire de nos villes et de nos sociétés en a décidé autrement et ce bâti montre depuis longtemps des capacités d'adaptation inimaginables, des grandes qualités appréciées par les habitants et qui auraient été impensables pour les courants modernisateurs qui ont pensé l'évolution de la ville jusqu'à une période assez récente. Ce bâtiment du 18 rue de la Huchette n'est pas identifié par le PLU en tant que patrimonial lui-même, même s'il est dans un site protégé, donc ses transformations sont soumises à l'avis de l'ABF. Mais on voit bien qu'il n'est pas très différent au niveau de l'offre d'habitat, des systèmes constructifs, de la qualité urbaine par rapport au bâtiment patrimonial identifié. Donc, dans une situation de ce type, la non-appartenance au patrimoine identifié ne peut pas réduire la phase d'évaluation des caractéristiques de l'existant pour un projet intelligent de remise à niveau, on va dire, de ce bâtiment. Donc attention, le bâti ordinaire est généralement peu documenté, donc les interventions demandent, et on le verra dans le cadre de ces séminaires, des interventions comment dire, très précises, l'intervention de plusieurs disciplines pour arriver à un projet vraiment pertinent. Un exemple qui est celui de la Tour Ravel à Sarcelles, dans le quartier des Lochères, donc le grand ensemble réalisé entre 1955 et 1974. Là, on est dans une toute autre situation et c'est intéressant d'avoir proposé cet exemple dans le cadre des fiches parce que le site était devenu le symbole des erreurs dans la politique des grands ensembles et pourtant aujourd'hui, une nouvelle attention à l'existence apparaît, portée beaucoup par des projets de réhabilitation attentifs qui valorise ce qui fonctionne et améliore ce qui ne marche pas. Et on se rend compte que la tour, tout en étant architecturalement un objet isolé qui ponctue le paysage, est aussi un bâti ordinaire dans un paysage de tours et de bars, dont il constitue un tasseau comme la maison dans le cœur de Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans le cadre du PLU, la tour n'a pas été identifiée en tant que patrimoine remarquable comme le sont d'autres tours, d'autres bars dans le quartier. Et pourtant, la qualité des logements, l'attractivité de leur localisation ont invité à avoir une approche attentive et la compréhension des logiques constructives a porté à un projet très intéressant qui valorise les caractéristiques de ce qui existait. Donc là aussi, les bâtiments qui sont dits remarquables dans le cadre par le plan local d'urbanisme sont là pour signaler la valeur potentielle de la production d'une période donnée et non pas pour exclure les autres bâtiments des diagnostics approfondis.
Dans ce rapide aperçu de ces limites mouvantes entre les différentes catégories, on constate que d'un bâtiment reconnu par l'État à celui qui peut être signalé par un plan local d'urbanisme jusqu'à la masse du bâti non identifié, les valeurs de l'existant se déclinent dans des variantes infinies et qu'il faut analyser toujours de manière attentive pour exploiter le potentiel de ce qu'on a devant les yeux. Le bâti ordinaire est par définition moins étudié, donc il faut donc partager les expériences et c'est là le travail qu'on est en train de faire. Les lignes de démarcation, on a vu aussi, ne sont pas immuables et montrent que notre respect du potentiel de l'existant est en train d'évoluer et il évolue d'autant plus rapidement que nous avons compris la nécessité de préserver l'ensemble des ressources. C'est là aussi l'intérêt des projets dont nous allons parler et qui déploient une intelligence constructive pour réinvestir avec liberté et attention l'ensemble de notre héritage bâti. Donc, je termine avec toujours ce changement de paradigme. Tout objet construit est une ressource, d'autant plus quand il est habité. Voilà pour cette introduction. Merci. Je passe la parole pour la première table ronde. Alors, Elisabeth, on ne t'entend pas. Voilà, ça y est. Voilà. Je reprends la parole. Merci beaucoup, Franca. Comme on est en avance, on va peut-être pouvoir poser quelques questions. Alors, je vais te poser une question, Franca. Tu as parlé du bâti ordinaire et des éléments qui étaient repérés comme remarquables dans le PLU. Est-ce que tu peux reposer les éléments, ce qu'on appelle bâti remarquable, c'est-à-dire il y a la protection aux monuments historiques et puis les articles du PLU, l'article du PLU qui permet de repérer. Est-ce que tu peux nous rappeler ces éléments-là pour que tout le monde soit bien au courant parmi les personnes qui nous écoutent? Je sais qu'il y a des personnes qui peut-être n'ont pas tous ces éléments-là en tête. Bien sûr. Alors, déjà, j'ai parlé de quelques degrés de protection différentes. Hein. Il y a des protections. Les protections qui ont le plus d'impact sont celles portées par l'État, qui sont les plus anciennes. Donc, le classement au titre des monuments historiques et l'inscription au titre des monuments historiques. Et ça, comme on l'a vu dans l'exemple que j'ai montré avec la trace des patrimoines, c'est une partie assez limitée des bâtiments d'habitation. Ensuite, pour intégrer de manière plus importante des bâtiments du XXe siècle, il y a eu la mise en place d'une labellisation portée par le ministère de la Culture qui s'appelait d'abord patrimoine 20e et aujourd'hui architecture contemporaine remarquable, qui a quelque chose de très intéressant puisque ça signale l'importance de certains bâtiments justement pour inviter à des approches attentives de leur évolution. Ensuite, dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, il y a la possibilité pour les villes de signaler des bâtiments, pas seulement de l'habitat, mais on va dire des bâtiments, des jardins, des arbres, etc., tous des éléments qui contribuent aux qualités du paysage urbain. Et dans ce cadre-là, malheureusement pour nous, les villes donnent les noms qu'ils ont envie de donner. C'est la liberté dans le cadre de la décentralisation. Donc, ils peuvent dire bâtiment identifié, bâtiment remarquable. Bon. Donc, du coup, dans l'exemple spécifique de Sarcelles, la ville a appelé ces bâtiments remarquables. Mais les noms donnés dans le cadre des PLU ne sont pas significatifs, il n'y a pas une uniformisation. Malheureusement, ce problème de dénomination brouille un peu les cartes, puisque comme il y a l'architecture contemporaine remarquable qui a un label du ministère, on peut mélanger les pinceaux. Mais ce qui est important de signaler, c'est qu'en fait, toutes ces protections et identifications diverses montrent bien qu'il y a un intérêt croissant pour le bâti ordinaire et notamment pour le parc du XXe siècle, qui est un peu en réaction à des transformations peut-être qui ne respectent pas suffisamment ce qu'il peut y avoir de qualitatif dans le bâti existant et que donc on montre bien un nouveau regard. Je ne sais pas si j'étais assez claire, mais c'est vrai que ça mériterait des tableaux et d'autres présentations pour entrer dans le détail de type de protection. Mais bon, la discrimination la plus importante est entre les protections État
les labels de l'État et après tout ce qui peut être fait au niveau local. Merci beaucoup. On a une question dans le chat que je vais poser puisque je la vois tout de suite, de Arnaud Vincent. La dénomination du bâti ordinaire ne risque-t-il pas de dévaloriser de fait ce patrimoine modeste aux yeux des différents acteurs? Ah oui, c'est une très bonne observation. C'est vrai que ordinaire, c'est pas très valorisant en soi. C'est un peu de la provocation d'une certaine manière. C'est de dire, y compris le bâti qui ne nous semble pas avoir un intérêt particulier, euh, d'abord, il a une ressource quand même. Hein, dans ce nouveau changement de regard, il faut se dire que même un bâti qui à l'apparence ne semble pas très intéressant, ben, il y a quand même des choses à conserver. De toute façon, il faudra un peu faire avec, et même si on décide de changer, par exemple, son aspect extérieur. C'est vrai que bâti ordinaire n'est pas peut-être le meilleur terme, mais c'était justement pour poser ce cadre de s'intéresser à tout. Et vous allez voir que dans les exemples qu'on a montrés, on est souvent au-dessus du bâti ordinaire, comme c'est le cas de la rue de la Hochette ou de la tour Ravel, qui sont des bâtiments aussi au niveau de la composition architecturale très intéressants.